Et dans ce rapport introductif, je vais essayer de développer quelques points qui étaient dans le rapport d'activité. Et je vais surtout essayer de m'attarder sur le contexte général et sur les perspectives sans commencer les débats que l'on aura dans la semaine, puisqu'on aura des débats thématiques bien précis sur différents sujets. Donc, je n'en dirai que 2 mots aujourd'hui et on aura beaucoup plus de temps pour débattre sur ces différents sujets. Mais tout d'abord, bienvenue à tous mes camarades à Murs de Bretagne pour le 20e congrès de notre organisation CGT, des personnels, des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer. Merci à tous d'avoir organisé vos déplacements dans des conditions qui n'étaient pas forcément toujours faciles, un peu particulières, difficiles parfois, avec une mention spéciale pour nos camarades d'outre-mer, de la Martinique et puis de Mayotte, qui sont là-bas. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans nos congrès. Une petite pensée particulière pour les camarades. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons, difficultés de transport essentiellement, ou comme c'est le cas pour, Jocelyne le disait tout à l'heure, pour Gauthier Cordeau, qui a dû subir une petite opération en milieu de semaine dernière, et bon, qui va bien, je rassure tout le monde, mais qui ne pouvait pas être présent au congrès. Donc on lui souhaite tous d'ici un bon rétablissement. Enfin, nous y sommes, serais-je tenté de dire, parce que ce congrès, comme vous le savez, on l'a décalé d'1 année pour les raisons que vous connaissez. 4 ans, c'est long. Ça, c'est pas écrit dans le rapport, mais ça me vient comme ça en réflexion. Il y a beaucoup de débats dans les organisations syndicales de la CGT pour dire il faut qu'on fasse les congrès tous les 4 ans, parce que comme ça, on se cale sur le calendrier des élections professionnelles dans la fonction publique. Je vous le dis comme ça, on pourrait en débattre. Hein. Je suis totalement en désaccord avec cette manière de voir les choses. On n'a pas à suivre les élections, on doit participer, essayer de gagner les élections, oui. Faire des syndiqués, oui. Mais adapter notre manière de vivre et de notre calendrier sur le calendrier de l'administration, je ne suis pas d'accord. Surtout que 4 ans, c'est extrêmement long. Si on avait la possibilité, et peut-être qu'on l'a, il faudrait essayer, les moyens, je serais plus favorable à faire un congrès tous les 2 ans, même que tous les 3 ans, hein, en fait, pour tout dire. Bon, ceci étant, là, on a fait un pas de 4 ans parce qu'on était un peu obligé. On voulait faire 3 ans, tout était réservé, hein, on avait les dates, etc. Et on n'a pas pu venir l'année dernière. Merci à la section des Côtes d'Armor, on dit hein, maintenant. La section des Côtes d'Armor qui se charge pendant toute la semaine de la partie logistique, notamment pour les transferts des aéroports internationaux de Rennes, de Brest et puis les gares de Saint-Brieuc. Bien, alors ce rapport introductif va traiter à la fois de l'activité du syndicat et de ses sections, de l'actualité, de l'orientation et de l'avenir de notre organisation syndicale. Et je le disais tout à l'heure, le rapport sur lequel vous aurez à voter est celui qui se trouve dans les sacoches. Vous n'avez pas à voter sur les bêtises que je vais pouvoir vous raconter pendant 2 heures cet après-midi. Tout ça, c'est off, on va dire. Et donc, je vais développer certains points sans entrer sur le fond des débats. Ce congrès se tient, puisqu'on l'a décalé d'1 année, quelques mois, 6 mois, je crois, en faisant le calcul rapidement, 6 mois avant l'élection présidentielle de 2022. Alors après la droite en 2007, on a eu, j'ai des guillemets, tiens, la gauche, j'avais des guillemets sur ma feuille, donc je laisse les guillemets, la gauche entre guillemets, en 2012. Et puis on a testé le ni droite ni gauche depuis 2017. Et à chaque fois, c'est la même idéologie libérale qui s'applique, à chaque fois. Le capital qui a trouvé dans tous ces gouvernements de la période, bien plus que des serviteurs zélés favorisant ses intérêts, le capital a trouvé dans ces différents gouvernements de bons soldats préparant le terrain d'une société totalement sous son contrôle, au service de ses seuls intérêts particuliers,
et de l'accumulation sans limite, au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt du plus grand nombre. Le capital exploite l'homme et la nature, disait le camarade Karl Marx, jusqu'à leur épuisement. Pour parvenir à ses fins, il doit prendre le contrôle des États et de leurs administrations. Tout ce qui organise la vie en société, j'entends par là les services publics, tout doit être livré aux mains du capital et du profit. À ce propos, les paroles très récentes de la ministre Pompili au cours du dernier, là aussi je mets des guillemets, comité technique ministériel consacré au projet de loi de finances pour 2022, ces propos sont éclairants. Celle-ci estime que dans un contexte de réduction des effectifs du pôle ministériel, et là, tenez-vous bien à vos chaises, l'urgence climatique justifie le recours au privé, notamment pour le dispositif MaPrimeRénov'. C'est même plus caché. Bon, on l'avait quand même vu venir, mais c'est pire que ça, c'est revendiqué. Alors, ne nous trompons pas sur le sujet. L'argument des déficits publics, c'est un leurre. Il ne s'agit pas du tout d'équilibrer les budgets de l'État en réduisant les dépenses publiques. Il s'agit de rendre les services publics inopérants ou en incapacité d'agir par manque de moyens financiers ou humains, pour ensuite imposer la fausse solution du recours au privé. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, comme dirait mon camarade de Corrèze, là-bas. C'est exactement ça qui se passe. Et la loi dite de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et les travaux du comité Action publique 2022 en sont la parfaite illustration. Alors là, comme dans toutes les bonnes émissions, il y a une séquence publicité. Donc là, ils appellent ça une respiration maintenant à la télé. Vous avez vu, ils ne disent plus publicité, respiration. Donc petite respiration. Donc, à ce sujet, sur les services publics, je vous invite à acheter le livre, la dernière publication des éditions du SNPTS. L'administration n'est pas l'instrument du capital pour des agents de la fonction publique citoyen, qu'a écrit Jean-Claude, et que vous trouverez au fond de la salle pour la modique somme de 5 € l'exemplaire. Voilà, donc retour de respiration, on a fini la petite page de publicité. On aura l'occasion au cours de nos débats de reparler de cette loi dite de transformation de la fonction publique, ainsi que ce qui est encore aujourd'hui un projet de loi dit appelé 3DS. C'est le projet qui s'appelait 4D, différenciation, déconcentration, décentralisation et décomplexification. Alors, ils ont trouvé que décomplexification, c'était trop complexe, donc ils ont mis simplification à la place. C'est pour ça que c'est devenu 3D avec un S derrière. 3DS. Cette loi qui doit passer au Sénat en décembre pour alors une application un petit peu plus tard, mais l'idée est quand même que cette loi soit votée avant la fin de l'année. Elle n'est toujours pas votée. Cette loi 3DS est une loi de destruction des services publics, en particulier dans nos ministères. Vous avez tous lu le projet de loi, les écrits qu'on a pu faire dessus, et puis éventuellement suivre les débats parlementaires. Vous voyez bien, et vous savez dans vos services, si vous êtes notamment en dire, vous savez que ça va vous toucher directement. Alors cette société du chacun pour soi et chacun contre tous, que nous impose le camp d'en face, est à l'opposé, aux antipodes de la société, de son organisation que nous revendiquons. Ce camp d'en face, la bourgeoisie et le capital, a toujours mené la guerre au prolétariat. Toujours. Ce n'est pas nouveau. Mais si à certaines périodes, le prolétariat a pu gagner par les mobilisations,
il faut bien reconnaître que depuis un certain nombre d'années, peut-être une quarantaine d'années, le rapport de force n'est pas en notre faveur, il est en faveur du capital. Donc, il faut voir comment on peut inverser ce rapport de force. Et je dirais même qu'il est de plus en plus en faveur du camp d'en face. Qu'on se pose les questions pourquoi, qu'on réfléchisse tranquillement pourquoi, mais il faut qu'on soit lucide au départ sur le constat. Et dans ce contexte de conflit entre un gouvernement et sa population, l'État joue la carte, l'État soldat du capital, je rappelle, joue la carte de l'autoritarisme et de la surveillance. On ne compte plus les lois liberticides apparues depuis une dizaine d'années. Et que dire de la répression policière, particulièrement au cours des 5 dernières années. Nous avons connu notamment au cours des manifestations Gilets jaunes, mais pas seulement, dans quasiment toutes les manifestations, que ce soit les marches pour le climat, pour les libertés, contre les discriminations, contre la loi travail, les 1er mai, toutes les manifestations ont connu des niveaux de violence policière importants. Et pour ce qui concerne la répression contre le mouvement des Gilets jaunes, un niveau de violence jamais connu depuis 60 ans, depuis la guerre d'Algérie. Tout ça étant pas une impression, mais étant documenté, notamment par le nombre de personnes arrêtées, blessées, éborgnées, mains arrachées, etc. Il n'y a jamais eu autant de violence depuis une soixantaine d'années. Et soyons clairs, la violence perpétrée par les forces de police au cours des manifestations, cette violence s'exerce sur ordre du gouvernement, du ministre de l'Intérieur. Parce qu'eux l'ont compris. Leur système n'est pas tenable autrement que par la force et par la répression. Alors il faut stigmatiser, une fois qu'on a tapé. Il faut monter les gens les uns contre les autres. Et dans le même temps, comme ils disent, il faut endormir, des écrans de fumée, détourner l'attention. Ça, ce sont les médias mainstream, comme on dit, qui s'en chargent. Un mouvement social majeur, comme celui des Gilets jaunes, on organise un grand débat. Ce grand débat accouche de mesures contraires aux intérêts des populations, contraires aux revendications portées par le dit mouvement social. Des manifestations citoyennes pour alerter, pour revendiquer des vraies politiques de lutte contre le changement climatique, pour lutter contre les discriminations, très bien, très bien. On organise une grande consultation des citoyennes sur le climat, consultation dont on ne retiendra pratiquement rien, malgré les promesses faites au début. Pendant ce temps, le temps passe, on se fatigue, on s'endort, et ils avancent. Et puis, si ça ne suffisait pas, comme ça ne suffit pas apparemment, le gouvernement utilise la vieille méthode de la division. C'est une stratégie tout à fait calculée. On oppose les uns aux autres. On oppose les blancs contre ceux de couleur. On oppose les hommes contre les femmes. On oppose les citadins contre les ruraux. On oppose les télétravailleurs contre ceux qui travaillent en présentiel, c'est un mot nouveau. On oppose les vaccinés contre les non-vaccinés, les radicalisés contre les raisonnables, les musulmans, qui sont tous des terroristes, c'est bien connu, contre tous les autres. Tout ça est monté de toutes pièces. Et puis on sort un Zemmour pour porter toutes ces saloperies. Attention les camarades, ces divisions, ces oppositions, toutes ces oppositions nous conduisent droit vers une issue, je pèse mes mots, tragique, catastrophique. La division d'un côté et la stigmatisation de l'autre. Stigmatisation. N'oublions pas la racaille dont il faudrait nous débarrasser dans les quartiers. N'oublions pas les sans-dents. N'oublions pas les Gaulois réfractaires. N'oublions pas ceux qui ne sont rien par rapport à ceux qui ont réussi. N'oublions pas surtout qu'il suffit de traverser la route pour trouver un travail. N'oublions pas tout ce mépris
cette haine de classe. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Cette haine de classe existe. Elle existe d'autant plus et d'autant mieux lorsqu'on a conscience d'appartenir à une classe, c'est-à-dire d'avoir des intérêts communs. Et non, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. On voudrait nous faire croire ça. Il faut tous se mettre ensemble en table pour sauver la planète. Mais la planète, elle n'a pas besoin de nous pour se sauver. La planète, elle va continuer à exister, d'une manière ou d'une autre. C'est notre existence à nous qui est remise en cause. Mais c'est aussi l'existence du capitalisme qui est remise en cause, en question, qui est posée en question. Alors non, on n'est pas dans le même bateau. Et on ne souffre pas de la même façon. On ne souffre pas pareil quand on est dans la bourgeoisie ou un grand patron que quand on est au travail tous les jours. C'est pas vrai. On n'est pas tous responsables ensemble. C'est pas vrai. On ne vit pas tous la même vie. Et le camp d'en face, lui, l'a bien compris. Et donc, n'ayant pas le nombre, il utilise tous les moyens pour annihiler toute forme d'opposition ou de contestation. Si on pose la question en pensant au camp d'en face, au gouvernement, si on pose la question comment est-ce qu'il nous considère? Il nous considère comme de la merde. Il nous considère comme de la merde. Et si on pose la question comment est-ce qu'il nous parle? Il nous parle comme à des chiens. Il nous considère comme de la merde et il nous parle comme à des chiens. Mes camarades, cette violence que nous inflige le camp d'en face impose une riposte à la hauteur de ces attaques. Cette riposte suppose une conscience claire, une organisation en capacité de la mener, cette riposte. J'y reviendrai dans la troisième partie de ce rapport introductif. Et je ne peux pas terminer cette première partie sans évoquer la pandémie et ses conséquences que nous subissons depuis bientôt 2 ans. Le premier fait marquant, c'est l'incapacité, l'impéritie de ce gouvernement, comme d'autres, à traiter cette situation. Et est-ce que vraiment on peut s'en étonner quand on regarde le sort qui est réservé à l'hôpital public depuis des années, à la recherche publique, à tous ces services publics qui permettent d'assurer la cohésion et la solidarité? Cette situation a mis en lumière l'importance de tous ces travailleurs et travailleuses qu'on a appelés de première ou de seconde ou de deuxième ligne. Beaucoup sont des Gaulois réfractaires là-dedans, qui ne sont pas grand-chose et qui ne rêvent pas forcément de devenir milliardaires, mais pendant 2 ans, qui nous ont tiré d'affaire quand même. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a tiré d'affaire. C'est les médecins, c'est les infirmières, c'est ceux qui ont assuré les transports, ceux qui ont assuré l'approvisionnement des magasins, ceux qui ont assuré le service dans les magasins. C'est tous ceux-là qui ont sauvé la mise. Ce n'est pas le gouvernement. Est-ce que ce gouvernement en retiendra la leçon? Des fois, je suis optimiste, mais là, j'ai un doute quand même. Et pour gérer cette crise, le gouvernement a fait le choix du mensonge, de l'enfumage médiatique, de l'autoritarisme et des restrictions, voire des privations de liberté. Pour passer une partie du temps dans un autre pays européen, je peux vous assurer que les résultats qui ont été obtenus sans toutes ces mesures de restriction, de déplacement, de privatisation de liberté, eh bien les résultats obtenus face à la pandémie ne sont pas plus mauvais ni meilleurs, ils sont à peu près identiques. Et puis, comme par miracle, les moyens financiers qui n'existaient pas pour développer les services publics de qualité, pour augmenter les salaires, pour réduire la durée du temps de travail, mais ces moyens sont apparus d'un seul coup. Ce n'est pas un ruissellement qu'il y a eu, c'est une douche.
Il n'y avait pas de pognon, et puis là, d'un coup, il y avait du pognon, de l'argent magique. Ça doit nous interroger aussi, ça. Alors ces aides-là, elles étaient nécessaires pour la plupart de ceux qui en ont bénéficié, pour leur maintenir la tête hors de l'eau. Mais on peut quand même légitimement se poser la question de leur utilisation par les grands groupes qui ont souvent engraissé leurs actionnaires. Je dirais que la Covid n'a pas été mauvaise pour tout le monde. Et encore une fois, les vrais assistés, ce n'est pas forcément ceux qu'on voudrait nous désigner comme des assistés. Ce n'est pas les chômeurs, ce n'est pas ceux qui touchent les allocations familiales, ce n'est pas ceux qui touchent des aides. Les vrais assistés, ce sont les patrons, qui vivent sur de l'argent public. Les patrons au sens large. Et puis cette crise, ça a été une bonne aubaine aussi pour le camp d'en face. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent saisir les opportunités. L'opportunité en particulier d'atomiser les collectifs de travail, par le recours d'abord imposé au télétravail, puis par sa pérennisation, avec l'accord des salariés. Et c'est là où c'est pernicieux, où c'est vicieux. Parce que oui, il y a des nouvelles organisations du travail. Oui, les salariés sont demandeurs de cette nouvelle organisation de travail, mais il faut la cadrer, cette organisation du travail. Sauf que c'est nous qui sommes quelque part demandeurs, alors qu'au départ, ça nous était imposé. Par un retournement de situation, on est demandeur, et quand on est demandeur, on n'est pas dans la même position de force pour aller négocier quelque chose. Et à réfléchir là-dessus aussi. On aura l'occasion, dans les débats de la semaine, d'y revenir. Et puis cette crise, si elle n'a pas été mauvaise pour tout le monde, elle laisse déjà, et elle laissera encore longtemps, des traces dans la société. Cette crise et la crise sociale qui se profile va accentuer d'une manière extrêmement importante les inégalités, la pauvreté, l'isolement. Cette crise est une bombe à retardement social. Parce qu'une lame de fond de colère existe dans ce pays. Elle s'est manifestée au cours des dernières années par des différentes mobilisations contre la loi travail, je l'ai dit tout à l'heure, contre la réforme des retraites, sans occulter le mouvement des Gilets jaunes. Mouvement qui posait un certain nombre de revendications légitimes qui n'ont à ce jour pas trouvé de réponse satisfaisante. Sans oublier toutes les mobilisations pour le climat, contre les discriminations, contre le racisme, contre les violences policières, etc. Il y a une bombe à retardement social dans ce pays. Pourquoi pas? C'est pas forcément... Alors, c'est dur, la vie est difficile, mais c'est peut-être une occasion aussi à nous de savoir parfois saisir les opportunités. Et notre rôle en tant qu'organisation syndicale est pour partie d'impulser, d'organiser ces mobilisations. Aussi et surtout de comprendre qu'elles ne se juxtaposent pas ou ne s'excluent pas les unes par rapport aux autres, qu'elles ne s'additionnent pas non plus, qu'elles font partie d'un ensemble et que toutes ces choses sont imbriquées, que ce n'est pas seulement l'affaire de la partie du travail ou de la partie citoyenneté ou de l'écologie, mais que tout cela forme un tout et finalement une même nature. Toutes ces mobilisations relèvent au fond d'un affrontement de classes. J'en terminerai ici avec ce tableau trop rapidement dressé du contexte général, tant chaque point soulevé mériterait des débats beaucoup plus approfondis. Bien entendu, c'est aussi le rôle du débat général que nous aurons cet après-midi et demain matin, nous aurons ce rôle, cette occasion de porter des éclairages différents, nouveaux sur les sujets que j'ai pu soulever. Pour ce qui concerne notre ministère et nos services, là aussi, j'irai assez rapidement puisque nous aurons 3 débats dans la semaine qui concernent directement ce sujet et que l'on pourra approfondir. Pour faire vite, ce pôle ministériel, on ne peut plus l'appeler réellement ministère, parce qu'il a tellement évolué au cours des dernières années dans ses attributions, dans sa composition, qu'il est donc préférable de l'appeler aujourd'hui pôle ministériel. Ce pôle ministériel, en 15 ans à peu près, a perdu 50 000 agents.
la moitié de ses effectifs. La moitié des effectifs, 50 000 agents. C'est pas un bon plan social, ça? En 15 ans. Au cours de la mandature Macron, sont près de 6 000 postes, 6 000 agents perdus. C'est aussi une réorganisation ou une désorganisation ou une désintégration permanente des services déconcentrés du ministère. Il ne reste aujourd'hui que les DREAL, les DIR, mais pour combien de temps encore, et des établissements publics ou agences de plus en plus nombreux. Et pour les quelques 20 000 agents du ministère affectés dans les DDT et les DDT-M, et à la marge dans les autres dans les DDPP, c'est un passage direct ou indirect sous la coupe des préfets avec toutes les conséquences à la fois sur les politiques publiques et sur l'organisation de l'administration de l'État, que sur les agents eux-mêmes, sur leurs conditions de vie au travail, sur leur rapport hiérarchique en particulier. Nous imaginions, il y a quelques congrès, l'avenir des DDE à l'époque. On les voyait devenir des services et terminer comme des services croupions du ministère. Nous y sommes. Ça ne s'appelle plus DDE, mais on y est avec les DDT. Et je pense qu'on est même allé encore un peu plus loin que ce qu'on imaginait. On imaginait aussi un ministère réduit à sa seule administration centrale, comme service de communication et de propagande. Essentiellement, nous y sommes aussi. Enfin, pratiquement. Je laisse ce sujet ouvert pour les deux débats que nous aurons cette semaine. Le dernier point que je voulais aborder dans ce rapport introductif et que, évidemment, je ne développerai pas non plus, puisqu'on va y revenir mercredi, c'est le sujet de nos pratiques syndicales, de notre organisation syndicale. Alors, bien entendu, nous devons réfléchir dans un contexte global de faiblesse du mouvement syndical. Mais cette vision globale ne doit pas nous exonérer d'un regard attentif sur notre organisation, sur nos capacités militantes et sur nos services. Tout cela sera développé mercredi, mais je voudrais dire quand même que même si nous perdons des adhérents, pas de manière dramatique, parce que vous verrez dans le rapport c'est dans le rapport de trésorerie qu'on a ça, je crois. En fait, mis à part l'année 2020, l'année Covid, où on perd une centaine d'adhérents, les autres années, on était à peu près stable. Je t'ai bouffé une partie de ton discours, désolé, Laurence. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même si on perd des adhérents, c'est pas non plus dramatique et il y a des explications. Donc, s'il y a des explications, il y a des solutions. Bon, toujours est-il que nous sommes un peu moins nombreux. Et même si nous sommes moins nombreux, l'envie de maintenir une organisation, un outil pour les salariés dans le service est toujours présente. J'en veux pour preuve la participation aux formations qu'on a fait en visio au cours de 2021, en 2021, une CE qu'on avait élargie fin 2020. J'en veux pour preuve le retour des questionnaires qu'on a envoyés dans les sections sur leurs attentes. Tout cela me montre qu'on a des capacités de renouvellement, qu'on a des camarades qui sont prêts à s'impliquer, mais qu'on a aussi des problèmes d'organisation et de moyens à mettre à disposition de ces camarades qui veulent s'impliquer. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire d'organisation, un gros travail de formation à faire, formation sur le fond politique, et puis de suivi des camarades qu'on laisse à la tête d'un syndicat ou d'une section. Il faut qu'on arrive à mieux suivre tout ça. C'est un travail d'organisation syndicale. Il faut que nos militants soient armés pour aller affronter un directeur, le camp d'en face, et surtout, pour discuter avec les agents, pour les convaincre de l'importance de se regrouper et de lutter dans l'intérêt collectif. Je ne développe pas plus que ça, mais j'insiste, parce que je pense que c'est essentiel. J'insiste sur les quelques mots. La formation, le soutien aux militants et l'organisation du débat avec les agents à l'intérieur du syndicat. Tout cela au plus près sur leur lieu de travail. Alors c'est évidemment beaucoup plus facile à dire ici à la tribune qu'à mettre en pratique dans la réalité, mais rien n'est impossible. Et on doit retrouver tous ensemble cette culture du conflit,
cette culture du conflit de classe. On doit tous collectivement et individuellement faire des efforts de formation, de recherche, de discussion entre nous. C'est comme ça qu'on réussira à se remettre en tas et qu'on pourra mener les batailles qui sont nécessaires. Je vais conclure, j'en arrive à ma conclusion. Et je ne conclurai pas sans vous avoir encore une fois remercié pour votre présence et en vous signalant le plaisir réel que ça me fait de voir que malgré tout, malgré les difficultés pour venir ici, aux restrictions de déplacement, malgré le contexte syndical, politique, parfois morose, le plaisir que j'ai de voir que dans cette salle, il y a un bon nombre de camarades qui participent à leur premier congrès, d'autres à leur deuxième, d'autres à leur troisième, d'autres à leur énième, on va dire. Mais il y a beaucoup de camarades qui participent à leur premier congrès et c'est pour moi, je les remercie particulièrement et c'est pour moi un élément d'espoir et un gage pour l'avenir. Je suis convaincu qu'il y a une place pour un syndicalisme de lutte, un syndicalisme de classe et de masse. Il y a une place pour une société qui verra l'émancipation des travailleurs. À nous de la gagner, à nous de la construire. Il n'y a pas de chemin tracé. Il n'y a que du travail militant au quotidien. Et je vais terminer en citant le poète Antonio Machado, qui disait dans un poème qui est resté célèbre, la traduction que je vous en fais n'est pas littérale. Machado disait « Il n'y a pas de chemin. Le chemin, ce sont les traces que l'on a laissées. Il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. » Je vous remercie de votre attention. Je nous souhaite à toutes et tous un bon congrès. Merci.